Ce soir-là, en tendant les clés d'une Range Rover autobiographie à mon fils Mathieu pour ses 38 ans, je ne savais pas encore que j'allais perdre mon enfant et retrouver ma dignité. Je m'appelle Pauline Martel. J'ai 69 ans. Et voici une histoire que j'ai portée seule, pendant 2 longues années. On m'a souvent dit que j'étais généreuse. Trop, peut-être, mais quand on aime, on donne. C'est ce que ma mère m'a appris. Alors j'ai donné. À mon fils unique, à sa carrière, à son mariage, à ses rêves. La Range Rover coûtait 300 000 $, pas en euros, en dollars américains. Une folie, je le savais. Mais Mathieu avait toujours rêvé de cette voiture. Depuis qu'il était petit, il découpait les publicités dans les magazines. Un jour, maman, j'aurai la plus belle voiture du monde. Ce jour-là, j'ai décidé que ce serait aujourd'hui. Le dîner d'anniversaire avait lieu dans notre maison de Neuilly. J'avais tout préparé. Les bougies diptyques, le champagne Bollinger, les huîtres de Cancale. Mes mains tremblaient en disposant les couverts en argent. Pas de nervosité, d'émotion. Mathieu est arrivé avec Estelle, sa femme. Elle portait une robe Chanel que je lui avais offerte 3 mois plus tôt. Elle ne m'a pas remercié. Elle ne remerciait jamais. Quand j'ai tendu l'écrin avec les clés, Mathieu a ouvert la bouche, mais aucun son n'en est sorti. Ses yeux brillaient. Mon cœur aussi. Puis Estelle a levé sa coupe. « Un toast », a-t-elle dit avec un sourire étrange, à la belle-mère qui croit qu'on peut acheter l'amour. Tout le monde a ri. Mon fils aussi. Je me souviens du silence dans ma poitrine. Comme si mon cœur s'était arrêté de battre. J'ai souri. J'ai trinqué. J'ai fait semblant que rien ne m'avait blessé. Mais cette nuit-là, dans mon lit, j'ai pleuré jusqu'à l'aube. Parfois, on fait confiance à ceux qui ne la méritent pas. Et vous, avez-vous déjà été déçu par quelqu'un que vous aimiez? Racontez-moi votre histoire dans les commentaires. J'aimerais vous lire. Mathieu est né un matin de mars, sous une pluie fine. Mon mari, Philippe, était en voyage d'affaires à Londres. J'ai accouché seule, en serrant la main d'une sage-femme que je ne connaissais pas. Quand Philippe est rentré, 3 jours plus tard, il a regardé notre fils et a dit « Il a tes yeux ». Puis, il est reparti. C'est moi qui ai élevé Mathieu. Moi qui ai surveillé ses devoirs. Moi qui l'ai conduit au tennis, au conservatoire, au goûter d'anniversaire. Philippe travaillait. Toujours. Il construisait son empire immobilier. « Pour vous », disait-il. Mais nous l'attendions. Mathieu était un enfant doux. Il dessinait des maisons avec des cheminées qui fumaient. Il me disait « Quand je serai grand, maman, je t'achèterai un château. » Je riais. « Je n'ai besoin de rien, mon chéri, juste de toi. » Philippe est mort d'un infarctus à 59 ans, dans son bureau, seul. On m'a appelé à minuit. Mathieu avait 23 ans. Il étudiait à Sciences Po. Quand je lui ai annoncé, il n'a pas pleuré. Il a juste dit « Je vais m'occuper de tout, maman. » Et c'est ce qu'il a fait. Il a géré les obsèques, les papiers, les condoléances. Moi, j'étais comme une ombre. Je signais là où il me le demandait. Je hochais la tête. J'avais perdu mon mari, mais j'avais encore mon fils. L'héritage était conséquent. Philippe avait bien travaillé. Les appartements, les parts dans des sociétés, les comptes en Suisse. Tout est revenu à moi. Mathieu était trop jeune pour gérer seul. Alors j'ai tout mis à mon nom. En attendant, mon chéri, quand tu seras prêt, tout sera à toi. Il m'a embrassé. Merci, maman. Tu es la meilleure. Les années ont passé. Mathieu a terminé ses études. Il a ouvert une société de conseil. J'ai financé 500 000 € au départ. Puis 1 million. Puis 2. C'est un investissement, maman, tu verras. Je te rendrai tout au centuple. Je ne voulais rien qu'il me rende. Je voulais juste qu'il réussisse. Puis il a rencontré Estelle. C'était à un vernissage dans le Marais. Elle travaillait dans la mode. Cheveux blonds, sourire éclatant, silhouette de mannequin. Mathieu est rentré ce soir-là avec des étoiles dans les yeux. « Maman, je crois que je suis amoureux. J'aurais dû voir les signes dès le début. » La première fois qu'Estelle est venue dîner à la maison, elle a regardé autour d'elle avec un sourire calculateur. « Quelle belle demeure, Pauline. Mathieu m'a dit que tout venait de son père. Pas un mot sur moi. Pas un mot sur les sacrifices. Son père a bâti, oui, mais c'est moi qui ai élevé notre fils. » Elle a souri. Bien sûr, les mères font toujours de leur mieux. Ce soir-là, en rangeant la cuisine, j'ai trouvé un mégot de cigarettes sur le balcon. Estelle fumait en cachette, mais pas assez loin pour que je ne sente pas l'odeur. Mathieu l'a épousée 2 ans plus tard. Un mariage somptueux au château de Vaux-le-Vicomte. J'ai payé 150 000 €. Estelle voulait des orchidées blanches importées de Thaïlande.
Je les ai commandés. Le jour du mariage, elle m'a à peine regardé. Mais elle a remercié 3 fois le traiteur. Pendant que je raconte tout cela, je me demande d'où vous m'écoutez. Écrivez le nom de votre ville en commentaire. Les premières fissures sont toujours silencieuses. On ne les voit pas. On les sent. Après le mariage, Mathieu et Estelle se sont installés dans un appartement du 16e arrondissement. 180 mètres carrés, vue sur la Seine. Je l'avais acheté comme cadeau de mariage. Pour que vous commenciez votre vie dans de bonnes conditions, avais-je dit en tendant les clés à Mathieu. Estelle avait pris les clés de ma main. Pas lui. Elle. Merci, Pauline. C'est généreux. Vraiment. Son sourire ne montait pas jusqu'à ses yeux. Les dimanches, avant, Mathieu venait déjeuner à la maison. C'était notre rituel. Je préparais son plat préféré. Un gigot d'agneau aux herbes de Provence avec des pommes de terre fondantes. On parlait de tout. De ses projets, de ses doutes, de la vie. Après le mariage, les dimanches sont devenus compliqués. Maman, Estelle a prévu quelque chose avec ses parents. Maman, on est fatigué, on va rester chez nous. Maman, tu comprends, on a besoin de notre espace de couple. Je comprenais. Bien sûr, les jeunes mariés ont besoin d'intimité. Alors j'ai attendu, j'ai souri. J'ai dit, pas de souci mon chéri, on se voit la semaine prochaine. Mais la semaine suivante, c'était pareil. Un jour, 3 mois après leur mariage, je suis passée à l'improviste. J'avais acheté des macarons chez Ladurée, ceux que Mathieu adorait depuis qu'il était petit. Rose, pistache, chocolat. Je voulais lui faire une surprise. J'ai sonné. Personne n'a répondu. Pourtant, j'entendais de la musique à l'intérieur. J'ai sonné encore. Puis j'ai appelé Mathieu sur son portable. « Maman, qu'est-ce qu'il y a ? Je suis en bas de chez toi, mon chéri. J'ai apporté des macarons. » Un silence, trop long. « Ah, écoute, maman, ce n'est pas le bon moment. On a des amis. Je ne reste pas longtemps. Juste vous déposer ça. Non, maman, s'il te plaît. On se voit un autre jour. » Il a raccroché. Je suis restée là, devant la porte, avec ma boîte de macarons. À travers l'interphone, j'ai entendu un rire, le rire d'Estelle, puis une voix d'homme. « Elle est toujours comme ça, ta mère ?» Et la réponse de Mathieu, « Ouais, un peu étouffante. Mais bon, c'est ma mère. Étouffante. » Ce mot est resté gravé dans ma poitrine comme une brûlure au fer rouge. Je suis rentrée chez moi. J'ai posé les macarons sur la table de la cuisine. Je les ai regardés longtemps, puis je les ai jetés. Les semaines suivantes, j'ai essayé de prendre du recul. « Ne sois pas cette belle-mère envahissante, » me disais-je. « Laisse-les respirer. » Alors, je n'ai plus appelé tous les jours. 1 fois par semaine. Puis, 1 fois toutes les 2 semaines. C'est Mathieu qui a fini par m'appeler. « Maman, tu m'en veux ?»« Mais non, mon chéri. Pourquoi je t'en voudrais ? Je ne sais pas. Tu es distante en ce moment. Je vous laisse vivre votre vie, c'est tout. Tu me manques, maman. » Ces mots m'ont réchauffé le cœur. Mon fils m'aimait encore. J'en étais sûre. Tu me manques aussi, mon chéri. On déjeune dimanche ? Avec plaisir. Je viens seule. Estelle a un brunch avec ses copines. Ce dimanche-là, j'ai cuisiné avec amour. Le gigot, les pommes de terre, une tarte tatin en dessert. Mathieu est arrivé avec 1 heure de retard. Il avait l'air fatigué. « Excuse-moi, maman. » Estelle avait besoin que je l'aide à choisir une robe. « Ce n'est rien, mon chéri. Viens, assieds-toi. » Pendant le repas, il a parlé de son travail. Les contrats qui s'enchaînaient, les nouveaux bureaux qu'il voulait louer. « J'ai besoin d'un peu de liquidité pour l'instant, maman. Juste 100 000 €. Je te rembourse dans 6 mois. »« Bien sûr, mon chéri. Je te fais un virement lundi. » Il m'a embrassé sur la joue. « Tu es la meilleure, maman. » En partant, il a oublié son téléphone sur la table. Je l'ai pris pour courir après lui, mais il était déjà dans l'ascenseur. Le téléphone a vibré. Un message est apparu sur l'écran. « Estelle, t'as récupéré combien ?» J'ai fixé l'écran. Mon cœur battait trop fort. Puis un autre message. « Estelle, dis-lui qu'on a besoin de 150 000, pas 100. Fais-lui les yeux doux, elle craque toujours. » Mes mains tremblaient. J'ai reposé le téléphone exactement là où Mathieu l'avait laissé. Quand il est remonté 10 minutes plus tard, essoufflé, j'ai souri. « Tiens, tu l'avais oublié. Merci, maman. T'es un ange. » Je n'ai rien dit. Mais cette nuit-là, pour la première fois depuis des années, je n'ai pas dormi. Le lundi, j'ai fait le virement. 150 000 €. Pas 100 000. 150. Parce que j'étais sa mère. Et qu'une mère donne. Même quand elle sait.
Mais quelque chose en moi avait changé. Une petite lumière s'était éteinte, ou peut-être allumée. Je ne savais pas encore. 3 semaines plus tard, Estelle m'a appelée. C'était rare, très rare. Pauline, j'organise un dîner pour l'anniversaire de Mathieu. Rien de formel, juste quelques amis. Vous viendrez, bien sûr. Avec plaisir. Qu'est-ce que je peux apporter? Oh, rien. Vous avez déjà tellement donné. Il y avait quelque chose dans sa voix. Une ironie, un mépris à peine voilé. Mais j'ai dit oui, parce que c'était l'anniversaire de mon fils, ses 38 ans, et que j'avais préparé quelque chose de spécial, quelque chose qu'il n'oublierait jamais. Je me demande encore si j'ai fait le bon choix. Et vous, qu'auriez-vous fait à ma place? Les jours précédant l'anniversaire de Mathieu, j'ai essayé de me convaincre que j'avais mal interprété. Peut-être qu'Estelle plaisantait dans ce message. Peut-être que mon fils était juste fatigué, influencé par sa jeune épouse. Ils sont amoureux, me disais-je. C'est normal qu'ils soient un peu aveugles. Ça passera. Je me suis toujours donné des excuses pour ceux que j'aimais. Ma mère faisait pareil. Quand mon père rentrait tard, sentant le parfum d'une autre, elle disait « Il travaille tellement, il mérite un peu de distraction ». Je me jurais enfant que je ne serais jamais comme elle. Et pourtant, à 69 ans, je me retrouvais à justifier l'injustifiable. J'ai commandé la Range Rover 3 mois plus tôt. Mathieu en rêvait depuis toujours. Autobiographie, la version la plus luxueuse. Intérieur cuir beige, jantes chromées, système audio Meridian. 300 000 $. J'avais négocié directement avec le concessionnaire de l'avenue Georges V. Un homme charmant qui m'avait dit « Madame Martel, votre fils a beaucoup de chance d'avoir une mère comme vous. » Sur le moment, j'avais souri fièrement. Aujourd'hui, ces mots me brûlaient. Le jour de l'anniversaire, je me suis préparée avec soin. J'ai choisi une robe Dior bleu marine, sobre et élégante, mes perles. Le parfum Chalimard que Philippe m'offrait chaque année à Noël. Je voulais être irréprochable. Pour Mathieu. Toujours pour Mathieu. En arrivant devant l'immeuble avec la Range Rover garée en bas, recouverte d'un immense nœud rouge, j'ai senti mon cœur battre d'excitation, comme quand il était petit et que je lui préparais des surprises. Son visage illuminé, ses bras autour de mon cou. « Merci, maman. Tu es la meilleure maman du monde. » J'ai monté les escaliers lentement, les clés dans mon sac Hermès, un écrin en cuir noir gravé à ses initiales. MM Mathieu Martel. Quand j'ai sonné, c'est Estelle qui a ouvert. Elle portait une robe balmain rouge qui laissait peu de place à l'imagination. Ses cheveux étaient tirés en arrière, son maquillage impeccable. « Pauline, vous voilà enfin. Entrez, entrez. » L'appartement était rempli d'invités, des visages que je ne connaissais pas. Des jeunes gens avec des verres de champagne, des rires un peu trop forts. Personne ne s'est retourné quand je suis entrée. Mathieu était au centre du salon, en grande conversation avec un groupe d'hommes en costume. Quand il m'a vue, il a levé la main. Un petit geste, pas un sourire, pas un mouvement vers moi. « Salut, maman. » Pas « maman chérie », pas « tu es là ». Juste « salut ». Je me suis approchée, j'ai déposé un baiser sur sa joue. Il sentait l'alcool. « Joyeux anniversaire, mon chéri. »« Merci. Estelle t'a servi à boire ?»« Pas encore. Estelle, sers un verre à ma mère. » Il est reparti dans sa conversation, comme si j'étais une invitée parmi d'autres, comme si je n'étais pas celle qu'il avait portée, nourrie, élevée, financée. Estelle m'a tendu une coupe de champagne avec un sourire pincé. « Tenez, c'est du cristal. » Mathieu adore. Du cristal. 1 000 € la bouteille. Combien de bouteilles avaient été ouvertes ce soir? Qui payait tout ça? Je connaissais la réponse. Je me suis installée dans un coin du salon, près de la fenêtre. De là, je pouvais observer les rires, les discussions animées, les jeunes femmes qui tournaient autour de mon fils, les hommes qui lui tapaient dans le dos. « Mathieu, mon vieux, t'as trop de chance. Ta femme est sublime. Ta vie est parfaite. » Personne ne m'a adressé la parole pendant 1 heure. J'ai pensé partir, discrètement, laisser l'écrin sur une table et m'en aller. Mais c'était l'anniversaire de mon fils. Son 38e anniversaire. Je ne pouvais pas le rater. Vers 22 heures, Estelle a tapé dans ses mains. « Tout le monde! Tout le monde! On va passer au cadeau !» Les invités se sont rassemblés autour de Mathieu. Il y avait une montagne de paquets sur la table basse. Des boîtes. Hermès, Vuitton, Cartier. Estelle orchestrait la scène comme une chef d'orchestre. « Alors, mon amour, commence par celui de mes parents. » Mathieu a ouvert. Une montre Patek Philippe. 50 000 € minimum.
Tout le monde a applaudi. Mathieu a embrassé ses beaux-parents. Merci, c'est magnifique. Puis d'autres cadeaux. Un voyage aux Maldives offert par un ami. Une veste en cuir Saint-Laurent. Une caisse de vin de Bordeaux millésimée. Chaque cadeau était accueilli par des exclamations, des applaudissements, des photos. Je serrais l'écrin dans mon sac. J'attendais le bon moment. Enfin, Estelle s'est tournée vers moi. « Et Pauline, vous avez quelque chose pour Mathieu ?» Tous les regards se sont tournés vers moi. J'ai senti la chaleur monter à mes joues. Pas de gêne, de colère. Mais j'ai souri. Toujours sourire. Oui, j'ai quelque chose. Je me suis levée, j'ai traversé le salon, j'ai sorti l'écrin de mon sac, les conversations se sont tues. Mathieu m'a regardé, intrigué. « Joyeux anniversaire, mon chéri. » Il a ouvert l'écrin. Les clés de la Range Rover. Pendant 3 secondes, personne n'a parlé. Mathieu fixait les clés, incrédule. Puis il a levé les yeux vers moi. « Maman, c'est quoi ? Va voir par la fenêtre. » Il s'est précipité. Tout le monde l'a suivi. En bas, sous les lampadaires, la Range Rover Autobiographie brillait comme un bijou. Noire, majestueuse, avec son nœud rouge. Mathieu a ouvert la bouche. Aucun son. Ses yeux brillaient. Mon cœur aussi. « Maman, c'est dingue. C'est vraiment pour moi ? » « Oui, mon chéri. 300 000 $. Tu en rêvais depuis si longtemps. » Il m'a serré dans ses bras, fort, comme avant. « Merci, maman. Merci, merci, merci. » Les invités applaudissaient, criaient, prenaient des photos. Certains descendaient déjà pour admirer la voiture. Mathieu pleurait presque. « C'est le plus beau cadeau de ma vie. » J'ai souri. Enfin, il était là. Mon fils, mon petit garçon. Puis Estelle a levé sa coupe. Le silence s'est fait progressivement. Elle avait ce sourire que je connaissais maintenant. Calculateur, froid. « Mesdames et messieurs, » a-t-elle dit d'une voix forte et claire, « je propose un toast. » Tout le monde a levé son verre. Mathieu aussi, hilar, ivre de joie. Un toast, elle a marqué une pause, son regard planté dans le mien. À la belle-mère qui croit qu'on peut acheter l'amour. Le rire a éclaté. Instantané, bruyant, libérateur pour eux. Dévastateur pour moi. Les invités riaient. Certains se sont donné des coups de coude. « Elle est bonne, celle-là. Acheter l'amour, excellent. » Mais le pire, c'était Mathieu, mon fils, mon unique enfant. Il riait avec eux, avec elle. J'ai cherché son regard. Une seconde, juste une seconde où il me dirait sans mots « Pardon, maman, je ne pensais pas à mal. » Mais il ne m'a pas regardé. Il a trinqué. Il a bu. Il a ri encore. Estelle, elle, me fixait. Avec une victoire froide dans les yeux, elle venait de m'humilier devant 30 personnes. Et mon fils n'avait rien dit. J'ai levé mon verre, j'ai souri, j'ai trinqué. « À l'amour », ai-je dit d'une voix calme. Puis j'ai bu. Une gorgée, puis une autre. Le champagne avait un goût amer. Les conversations ont repris. Mathieu est descendu avec ses amis pour admirer la voiture. Les portières qui s'ouvrent, le moteur qui ronronne, les photos, les vidéos, l'euphorie. Moi, je suis resté dans le salon, seul, avec mon verre vide et ma dignité en miettes. Estelle s'est approchée. « Vous ne descendez pas, Pauline ? » ?»« Non, je vais rentrer. »« Déjà ? Mais la soirée ne fait que commencer. Je suis fatiguée. » Elle a posé sa main sur mon bras. Une main froide. Ne le prenez pas mal, ce que j'ai dit. C'était juste une blague. J'ai regardé cette main sur mon bras. Puis son visage. Elle ne souriait plus. Elle me défiait. « Bien sûr, Estelle. Une blague. » Je suis partie sans dire au revoir à Mathieu. Il était trop occupé à faire rugir le moteur de sa nouvelle voiture. Dans le taxi qui me ramenait chez moi, j'ai regardé Paris défiler. Les lumières, les couples qui marchaient main dans la main, les cafés encore ouverts. Tout me semblait irréel. En arrivant à la maison, je me suis assise dans le salon, dans le noir, sans allumer. J'ai pensé à Philippe. « Tu avais raison », ai-je murmuré dans le vide. Il faut parfois être dur dans les affaires, même en famille. Philippe était un homme d'affaires impitoyable. « Pauline, disait-il, la générosité est une qualité, mais sans limite, c'est une faiblesse. » Je n'avais jamais voulu l'écouter. Ce sont nos enfants, Philippe. On donne sans compter. On donne, oui, mais on protège aussi. Fais attention, Pauline. Protège-toi. J'aurais dû l'écouter. Cette nuit-là, je n'ai pas pleuré. J'ai juste réfléchi. Longtemps, jusqu'à l'aube.
Et quand le soleil s'est levé sur Paris, j'ai pris une décision. J'ai attrapé mon téléphone. J'ai composé un numéro que je connaissais par cœur. « Maître Rousseau ? C'est Pauline Martel. J'ai besoin de vous voir. Aujourd'hui. C'est urgent. » Maître Rousseau était l'avocat de la famille depuis 30 ans. C'est lui qui avait géré la succession de Philippe. Un homme de 65 ans, cheveux gris impeccablement coiffés, costume 3 pièces, regard perçant derrière ses lunettes en écaille. Son cabinet se trouvait avenue Montaigne, au 4e étage d'un immeuble haussmannien. Je m'y suis rendu le lendemain matin à 9 heures précises. Je n'avais pas dormi. Je m'étais changé 3 fois avant de trouver la tenue appropriée. Un tailleur Chanel noir, sobre, digne, déterminé. La secrétaire m'a fait entrer immédiatement. Maître Rousseau s'est levé, m'a serré la main avec cette courtoisie désuète qui me rassurait toujours. « Pauline, je suis content de vous voir, même si votre voix au téléphone m'a inquiété. Asseyez-vous. Du café ? Non, merci, je vais aller droit au but. » Il s'est rassis, a croisé les mains sur son bureau en bois massif. « Je vous écoute. » Je lui ai tout raconté. L'éloignement progressif de Mathieu après son mariage, les demandes d'argent constantes, le message sur le téléphone, l'humiliation publique lors de l'anniversaire, les rires, mon fils qui riait avec eux. Maître Rousseau m'écoutait sans m'interrompre, en prenant quelques notes. Quand j'ai terminé, il a retiré ses lunettes et les a nettoyées lentement, un geste qu'il faisait toujours quand il réfléchissait. « Pauline, je vais vous poser une question difficile. Êtes-vous sûre de vouloir aller jusqu'au bout ? Ce que vous envisagez, c'est radical. Dites-moi d'abord ce qui est possible. » Il a remis ses lunettes. « Bien. Reprenons depuis le début. Après la mort de Philippe, tous les biens sont revenus à vous. Exact ? Oui. L'appartement de Neuilly, les résidences secondaires, les parts dans les sociétés, les comptes bancaires, tout. Et depuis, qu'avez-vous donné à Mathieu ? Soyez précise. J'ai pris une grande inspiration. L'appartement du 16e, 2 millions d'euros. Il est à mon nom, mais c'est leur résidence principale. Je paie les charges, la taxe foncière, environ 15 000 euros par an. Continuez. Les capitaux pour sa société, 2 300 000 euros au total, versés en plusieurs fois, pas sous forme de prêt. Je n'ai jamais demandé de reconnaissance de dette. Maître Rousseau a levé les sourcils. Jamais ? Jamais. C'était mon fils. Je lui faisais confiance. D'accord. Quoi d'autre ? Les cartes bancaires. J'ai ouvert plusieurs comptes à son nom, rattachés aux miens. Une carte Gold pour les dépenses courantes. Une carte Platinum pour les voyages. Pas de plafond. Les relevés ? Je ne les regarde jamais. Je reçois juste la facture globale chaque mois. Entre 15 et 30 000 euros. Je paie. Maître Rousseau a posé son stylo. Il m'a regardé longuement. « Pauline, vous rendez-vous compte que votre fils vit entièrement à vos dépens ? C'est mon fils. » Non. Sa voix était ferme, presque dure. C'est un homme de 38 ans qui devrait subvenir à ses propres besoins. Le silence s'est installé. J'ai senti quelque chose se briser en moi. Une illusion peut-être. Ou un déni. Est-ce que je peux bloquer tout ? Légalement, oui. Tout est à votre nom. L'appartement, les cartes, les comptes. Vous êtes propriétaire. Mathieu n'est qu'un bénéficiaire. Vous pouvez tout révoquer en 24 heures. Et la voiture ? La Range Rover ? Oui. Elle est immatriculée à quel nom ? Au mien. Je viens de signer les papiers hier matin. Maître Rousseau a souri. Un petit sourire triste. Alors, elle vous appartient. Vous pouvez la reprendre quand vous voulez. J'ai fermé les yeux. Mon cœur battait trop vite. Si je fais ça, je le perds. Je perds mon fils. Pauline. Sa voix s'était adoucie. Regardez-moi. J'ai ouvert les yeux. Vous l'avez déjà perdu. Ces mots m'ont frappé comme une gifle, mais ils étaient vrais. Tellement vrais. Qu'est-ce que vous me conseillez ? Il a réfléchi quelques secondes. Je vous conseille de protéger votre patrimoine, pas pour vous venger, mais pour vous respecter. Ce que votre belle-fille a fait, c'est de l'humiliation publique. Ce que votre fils a fait en riant avec elle, c'est de la complicité. Vous méritez mieux. Je veux qu'il comprenne. Alors il faut agir, vite, discrètement, efficacement. Combien de temps ? 48 heures. Je peux tout bloquer en 48 heures. Les cartes, les accès bancaires, les virements automatiques, tout. J'ai pensé à Mathieu, à son visage d'enfant, à ses dessins de maison avec des cheminées, à ses « je t'aime, maman ». Puis j'ai pensé à son rire, ce rire qui m'avait brisé. Faites-le. Maître Rousseau a hoché la tête.
Je m'en occupe dès aujourd'hui. Mais Pauline, préparez-vous. Quand ils vont s'en rendre compte, ça va exploser. Je sais, je suis partie du cabinet avec une sensation étrange, un mélange de peur et de soulagement. Pour la première fois depuis des années, je reprenais le contrôle. En rentrant chez moi, j'ai trouvé un message de Mathieu sur mon répondeur. Sa voix était joyeuse, excitée. « Maman, c'est moi. Écoute, je voulais te remercier encore pour la voiture. C'est juste incroyable. Tous mes potes sont jaloux. Je t'aime, maman. On se voit bientôt. Bisous. Je t'aime, maman. » Ces mots auraient dû me réchauffer le cœur, mais ils sonnaient creux, comme une formule, une habitude. J'ai effacé le message. Le lendemain, Maître Rousseau m'a appelé. Tout est en ordre. Les blocages seront effectifs demain matin à 8 heures. Les cartes seront refusées. Les virements automatiques annulés. Les accès aux comptes fermés. Et l'appartement? Il reste à votre nom. Vous pouvez demander qu'il quitte les lieux avec un préavis de 3 mois. Ou vous pouvez attendre. C'est votre choix. J'attends. Et la voiture? J'ai réfléchi. La Range Rover, le symbole de ma générosité, de mon amour aveugle, de mon humiliation. Je veux la récupérer. Quand? Maintenant. Maître Rousseau a ri doucement. Pauline, vous me surprenez. Je vous envoie un huissier avec un double des clés. Donnez-moi l'adresse où la voiture est garée. Chez eux, dans le parking de l'immeuble. Parfait. Je m'en occupe. Le soir même, à 22 heures, j'ai reçu un message de Maître Rousseau avec une photo. La Range Rover, garée devant mon immeuble à Neuilly. Mission accomplie, disait le message. J'ai regardé la voiture par la fenêtre. Elle brillait sous les lampadaires. Belle, majestueuse, inutile. J'ai souri. Pour la première fois depuis longtemps, j'ai souri vraiment. Le lendemain matin, à 8h15, mon téléphone a sonné. Mathieu. J'ai laissé sonner. 1 fois, 2 fois, 3 fois. Puis, il a raccroché. Un message est arrivé. « Maman, rappelle-moi, c'est urgent. » Je n'ai pas répondu. 5 minutes plus tard, il a rappelé. J'ai décroché. « Maman, enfin, écoute, il y a un problème. Ma carte ne passe plus. Ni celle d'Estelle. J'ai essayé de retirer de l'argent, ça ne marche pas. Tu peux vérifier? Bonjour, Mathieu. Oui, bonjour. Mais tu as entendu ce que j'ai dit? Oui, j'ai entendu. Et alors? Tu peux appeler la banque? Non. Un silence. Comment ça, non? J'ai fait bloquer tous les accès. Les cartes, les comptes, les virements. Tout. Un autre silence. Plus long, plus lourd. Tu as fait quoi? Tu as très bien entendu, Mathieu. Sa voix a changé. Maman, c'est quoi ce délire? Pourquoi tu fais ça? Parce que j'en ai assez. Assez de quoi? D'être traité comme un distributeur automatique. Mais maman, c'est n'importe quoi. Tu ne peux pas faire ça. J'ai des factures à payer, des charges. Tu es un homme, Mathieu. Tu as 38 ans. Tu as une société. Débrouille-toi. Mais sa voix tremblait. De colère ou de panique, je ne savais pas. Et la voiture, elle n'est plus dans le parking. Elle est chez moi. Quoi? Elle m'appartient. Je l'ai reprise. Mais tu me l'as offerte? Non, je te l'ai prêtée. Les papiers sont à mon nom. Tout est à mon nom, Mathieu. Tout. L'appartement, les comptes, la voiture. Tu n'as rien. Tu n'as jamais rien eu. J'entendais sa respiration. Saccadée, fébrile. Maman, s'il te plaît, je ne comprends pas. Qu'est-ce qui se passe? Ce qui se passe, Mathieu, c'est que j'ai ouvert les yeux. Mais il cherchait ces mots. C'est à cause d'Estelle? De ce qu'elle a dit? C'est à cause de toi. De moi? Oui, parce que tu as ri. Le silence était assourdissant. Tu as ri, Mathieu. Quand ta femme m'a humilié devant 30 personnes, tu as ri avec elle. Maman, c'était juste une blague. Une blague? Ma voix était calme, trop calme. 300 000 $, c'est le prix d'une blague? Non, non, bien sûr que non. Écoute, maman, je suis désolée, Il est trop tard pour les excuses. Maman, s'il te plaît. J'ai raccroché. Mon téléphone a sonné immédiatement. J'ai éteint. Je me suis assise dans mon fauteuil, près de la fenêtre. Dehors, Paris s'éveillait. Les gens partaient travailler. La vie continuait. Comme si rien ne s'était passé. Mais pour moi, quelque chose venait de se passer. Quelque chose d'immense. Je venais de dire non. Pour la première fois de ma vie, j'avais dit non à mon fils. Et ça faisait mal. Terriblement mal. Mais en même temps, je respirais mieux.
Les 3 jours qui ont suivi ont été les plus longs de ma vie. Mon téléphone n'arrêtait pas de sonner. Mathieu, Estelle, le numéro de la maison, toujours les mêmes. Je ne répondais pas. J'avais laissé mon portable éteint et débranché le téléphone fixe. Le silence de la maison me pesait, mais en même temps, il me protégeait. Je passais mes journées dans le salon, à regarder Paris par la fenêtre, les toits gris, les pigeons sur le balcon, la vie des autres qui continuait, indifférente à mon drame personnel. Maître Rousseau m'appelait chaque jour sur ma ligne privée, celle que seul lui et quelques rares personnes connaissaient. « Pauline, comment allez-vous ? Tenez bon. Vous avez pris la bonne décision. Je me sens comme une criminelle. Vous n'êtes pas une criminelle. Vous êtes une mère qui se respecte, enfin. » Le 4e jour, quelqu'un a sonné à ma porte, longuement, avec insistance. J'ai regardé par l'œilleton. Mathieu. Il avait les traits tirés, les yeux rouges. Il portait le même jean et la même chemise que 3 jours auparavant. Il n'était pas rasé. « Maman, je sais que tu es là. Ouvre, s'il te plaît. » Sa voix était brisée. Mon cœur aussi. Je suis restée derrière la porte, immobile, la main sur la poignée, si près de lui, et pourtant, si loin. « Maman, il pleurait maintenant. S'il te plaît, on doit parler. Je ne comprends pas ce qui se passe. Pourquoi tu me fais ça ? Je voulais ouvrir. Dieu sait combien je voulais ouvrir. Le prendre dans mes bras, lui dire que tout irait bien, que j'allais tout arranger. Comme avant. Mais comme avant, c'était justement le problème. « Maman, on a des factures à payer. L'électricité va être coupée. Je n'ai plus 1 euro sur mes comptes. Estelle est en panique. » Estelle. Bien sûr. Estelle était en panique. « Je suis désolée, d'accord ? Je suis désolée pour ce qu'elle a dit. Je suis désolée d'avoir ri. C'était stupide. Mais tu ne peux pas me punir comme ça. Je suis ton fils. » Je me suis appuyée contre la porte. Les larmes coulaient silencieusement sur mes joues. « S'il te plaît, maman. » Sa voix n'était plus qu'un murmure. « J'ai besoin de toi. » Ces mots que j'avais toujours voulu entendre. « J'ai besoin de toi. » Mais pas comme ça. Pas pour mon argent. Pas pour ma carte bancaire. Il est resté encore 10 minutes devant ma porte. Puis je l'ai entendu partir. Ses pas lourds dans l'escalier. Le claquement de la porte d'entrée de l'immeuble. Je me suis effondrée sur le sol, le dos contre la porte, et j'ai pleuré. Pas de tristesse, d'épuisement. De libération, peut-être. Le lendemain, j'ai reçu une lettre, glissée sous ma porte. L'écriture d'Estelle. Une écriture ronde, appliquée, faussement enfantine. « Chère Pauline, je crois qu'il y a eu un malentendu terrible. Ce que j'ai dit lors de l'anniversaire de Mathieu était maladroit, je le reconnais. L'alcool, la fête, l'excitation. J'ai dit des choses que je ne pensais pas. Je suis désolée si je vous ai blessé. Mathieu est effondré. Il ne comprend pas ce qui se passe. Il vous aime tellement. Il parle tout le temps de vous. Ma mère est une sainte, dit-il toujours. Et c'est vrai, vous êtes une femme exceptionnelle, généreuse, aimante, présente. Je vous en supplie, Pauline. Ne nous punissez pas pour une erreur stupide. Nous avons besoin de vous. Mathieu a des engagements professionnels importants. Les blocages bancaires nous mettent dans une situation impossible. Pouvons-nous nous voir, parler calmement, toutes les deux ? Je suis sûre qu'on peut arranger les choses. Avec tout mon respect et mon affection, Estelle. J'ai relu la lettre 3 fois. Chaque mot était calculé. Malentendu. Maladroit. Nous avons besoin de vous. Pas « je m'excuse ». Pas « j'ai eu tort ». Juste « malentendu ». J'ai froissé la lettre et je l'ai jetée. 2 jours plus tard, Maître Rousseau m'a appelé. « Pauline, j'ai reçu un appel du notaire de Mathieu. Il demande une médiation familiale. » Quoi ? Apparemment, Estelle pousse pour qu'il y ait une rencontre officielle, avec témoins, pour régler le différend, comme elle dit. Je ne veux pas de médiation. Je sais, mais je dois vous informer. Ils évoquent aussi la possibilité d'une action en justice. Pourquoi ? Pour récupérer l'argent que vous avez investi dans la société de Mathieu. Ils parlent de donation déguisée et voudraient la faire reconnaître officiellement. J'ai ri, un rire amer, sans joie. Ils veulent qu'on me poursuive en justice ? Avec quel argent ? Justement, ils n'en ont pas. C'est du bluff. Et la voiture ? La voiture est légalement à vous. Ils ne peuvent rien faire. Bien. Pauline, il a hésité. Vous êtes sûre de vouloir continuer ? Vous pouvez encore faire machine arrière. Débloquer une partie des fonds. Négocier. Non. Vous êtes prête à perdre votre fils ? J'ai fermé les yeux. Je préfère perdre un fils ingrat que de perdre mon respect de moi-même. Maître Rousseau a soupiré.
Alors accrochez-vous, parce que ça ne fait que commencer. Il avait raison. Le soir même, j'ai reçu un appel d'une amie, Françoise, que je connaissais depuis 40 ans. « Pauline, c'est moi. Je voulais prendre de tes nouvelles. Je vais bien, merci. Écoute. » Elle semblait embarrassée. « J'ai croisé Estelle hier au bon marché. Elle m'a dit que tu traversais une période difficile, que tu n'étais plus toi-même, qu'elle était très inquiète pour toi. » Mon sang n'a fait qu'un tour. Elle a dit ça? Oui. Elle parlait de dépression, de décisions irrationnelles. « Pauline, c'est vrai? Tu as besoin d'aide? » Françoise, écoute-moi bien. Je vais parfaitement bien. Je ne suis pas dépressive. Je ne suis pas irrationnelle. J'ai simplement décidé de ne plus être le distributeur automatique de ma belle-fille. Oh, un silence. Je vois. Qu'est-ce qu'elle t'a dit exactement? Elle a dit que tu avais bloqué tous les comptes de Mathieu sans prévenir, que tu avais repris la voiture que tu lui avais offerte, que tu refusais de leur parler. Elle pleurait, Pauline. Elle avait l'air vraiment bouleversée. Elle pleurait. Oui, j'ai senti la colère monter en moi, une colère froide, lucide, déterminée. Françoise, je vais te raconter ce qui s'est vraiment passé. Et je lui ai tout dit. L'humiliation publique, le rire de Mathieu, les demandes d'argent incessantes, le message sur le téléphone, la manipulation. Quand j'ai terminé, Françoise est restée silencieuse un long moment. « Mon Dieu, Pauline, je suis désolée, je ne savais pas. Personne ne sait. C'est ce qu'elle fait. Elle joue la victime. Qu'est-ce que je peux faire? Rien. Juste, ne crois pas tout ce qu'on te dit. Bien sûr, je suis avec toi, Pauline. Tu le sais. » Après avoir raccroché, j'ai compris qu'Estelle était en train de monter les gens contre moi, de raconter sa version, de se faire passer pour la belle-fille bienveillante face à la belle-mère tyrannique et instable. Le lendemain, j'ai reçu un autre appel. Ma cousine Marguerite. « Pauline, on me dit que tu ne vas pas bien, que tu as fait des choses étranges. C'est vrai? Qui t'a dit ça? » La femme de Mathieu. Elle a appelé tante Suzanne qui m'a appelée. Elle dit que tu as besoin d'aide, que tu devrais peut-être voir quelqu'un. Voir quelqu'un? Un médecin? Un psychologue? J'ai éclaté de rire. Un rire nerveux, incrédule. Elle dit que je suis folle, c'est ça? Non, non, pas folle, juste perturbée. Marguerite, est-ce que j'ai l'air perturbée? Non, tu as l'air différente, plus forte même. Exactement. Je suis plus forte, et ça les dérange. J'ai raccroché. Le 8e jour, Maître Rousseau m'a appelé. « Pauline, j'ai des nouvelles. Bonnes ou mauvaises? » Les deux. La mauvaise. Mathieu a déposé une plainte contre vous. Mon cœur s'est arrêté. Une plainte? Oui, pour abus de faiblesse et détournement de patrimoine familial. Mais c'est absurde, tout est à mon nom. Je sais, la plainte ne tiendra pas, mais ça montre à quel point ils sont désespérés. Et la bonne nouvelle? La bonne nouvelle, c'est que j'ai mené ma petite enquête. J'ai demandé à un détective privé de regarder un peu la situation financière de Mathieu. Et sa société est en faillite. Depuis 6 mois, il n'a aucun client, aucun revenu. Il vivait exclusivement de votre argent. J'ai senti mes jambes se dérober. Je me suis assise. En faillite? Oui. Les bureaux qu'il prétendait louer? Jamais loués. Les contrats dont il vous parlait? Jamais signés. Tout était un mensonge. Mais pourquoi? Parce qu'Estelle vit au-dessus de leurs moyens. Les vêtements de luxe, les restaurants, les voyages, tout ça, c'était votre argent. Mathieu n'osait pas vous le dire. Alors, il mentait. J'ai fermé les yeux. Mon fils, mon petit garçon, un menteur. Il y a autre chose, Pauline. Quoi encore? Estelle a des dettes de jeu. De jeu? Oui, elle fréquente les casinos en ligne. 30 000 € de dettes. Que Mathieu essayait de rembourser avec votre argent. Je ne disais plus rien. Je ne pouvais plus rien dire. Pauline, vous êtes toujours là? Oui, je suis désolée. Je sais que c'est dur à entendre. Non, ma voix était calme. Non, je suis contente de savoir. Enfin, je vois qui ils sont vraiment. Qu'est-ce que vous voulez faire? Rien. Je ne fais rien. Je les laisse se débrouiller. Et s'ils reviennent? Ils reviendront. Mais je ne céderai pas. Bien, je reste à votre disposition. J'ai raccroché. Je suis allée sur le balcon. L'air frais de novembre me fouettait le visage. Paris s'étendait devant moi. Magnifique, indifférent. Mon fils était un menteur, ma belle-fille, une manipulatrice. Et moi, j'avais été aveugle. Mais maintenant, je voyais. Enfin, je voyais. Et ce que je voyais me brisait le cœur.
mais me libérait aussi. La confrontation est arrivée un mercredi matin, 2 semaines après le début du blocage. J'étais dans ma cuisine, en train de préparer du thé, quand j'ai entendu des coups violents à la porte. Pas des coups normaux, des coups de rage. « Maman, ouvre cette porte, tout de suite !» La voix de Mathieu. Mais ce n'était plus la voix de mon fils. C'était celle d'un étranger, dure, agressive, désespérée. J'ai posé ma tasse. Mes mains tremblaient légèrement, mais pas de peur. D'une forme de tristesse définitive, celle qu'on ressent quand on sait qu'une porte va se fermer pour toujours. J'ai ouvert. Mathieu était méconnaissable. Il avait maigri. Ses vêtements étaient froissés. Il ne s'était pas rasé depuis des jours. Ses yeux étaient injectés de sang. Derrière lui, Estelle, maquillée parfaitement, habillée d'un tailleur Dior crème. Le contraste était saisissant. « Ah, enfin !» a-t-il crié. « Ça fait 2 semaines que j'essaie de te voir. 2 semaines. Bonjour, Mathieu. »« Bonjour ? Bonjour ? Tu te fous de moi ?» Estelle a posé sa main sur son bras. « Mathieu, calme-toi. » Puis elle s'est tournée vers moi avec un sourire. « Bonjour, Pauline. On peut entrer ? Il faut vraiment qu'on parle. » J'ai hésité. Puis je me suis écartée. « Entrez. » Ils sont entrés dans mon salon comme on entre en territoire conquis. Mathieu marchait de long en large, incapable de rester immobile. Estelle s'est assise sur le canapé avec une élégance calculée, jambes croisées, dos droit. « Vous voulez du thé ?» ai-je demandé. « Du thé ?» Mathieu m'a regardée comme si j'étais devenue folle. « Tu nous ruines et tu nous proposes du thé ?»« Je ne vous ruine pas. Je reprends simplement ce qui m'appartient. »« Ce qui t'appartient ? Tout ce que j'ai, tu me l'as donné. » « Justement, je te l'ai donné. Et je peux le reprendre. C'est illégal. »« Non, Mathieu, c'est légal. Tout est à mon nom. L'appartement, les comptes, la voiture. J'ai vérifié avec Maître Rousseau. Je suis dans mon droit. » Il s'est arrêté net. « Maître Rousseau ? Tu as parlé avec Maître Rousseau ? » « Oui. Et il t'a dit de faire ça ? » Il m'a dit que j'avais le droit de protéger mon patrimoine. « Ton patrimoine ?» Sa voix était devenue hystérique. « C'est mon héritage. L'argent de papa. »« Non, c'est mon héritage. Ton père me l'a laissé à moi seul, parce qu'il savait que j'en prendrais soin. Et c'est comme ça que tu en prends soin ? En nous jetant à la rue ? Je ne vous jette pas à la rue. L'appartement est toujours là. Un appartement qu'on ne peut plus payer. Les charges, l'électricité, Internet, tout ça, c'était toi qui payais. Alors trouve un travail. » Le silence a été assourdissant. Mathieu me fixait, bouche ouverte. « Trouve un travail ? Oui, tu as 38 ans. Tu es diplômé de Sciences Po. Tu as de l'expérience. Trouve un travail. »« Mais j'ai un travail. J'ai ma société. Ta société est en faillite depuis 6 mois. » Il est devenu blanc. « Comment tu sais ça ? » ?»« Je sais beaucoup de choses, Mathieu. Je sais que tu n'as aucun client. Je sais que tu n'as loué aucun bureau. Je sais que tout l'argent que je te donnais servait à payer vos vêtements, vos restaurants, vos voyages. » Estelle s'est levée brusquement. « Pauline, vous n'avez pas le droit de nous espionner. Je n'espionne personne. Je protège mes intérêts. »« Vos intérêts ?» Elle a ri. Un rire froid, méprisant. « Vous voulez parler de votre ego blessé ? » ?»« Mon ego ? Oui. » Elle s'est avancée vers moi. « Vous n'acceptez pas qu'on ait osé se moquer de vous, qu'on ait osé dire la vérité. Que oui, vous essayez d'acheter notre amour. »« Estelle, tais-toi, » a murmuré Mathieu. « Non !» Elle était lancée. « Elle doit entendre. Vous savez quoi, Pauline ? Mathieu vous aimait. Vraiment. Malgré votre côté étouffant, possessif, envahissant, il vous défendait toujours. Ma mère est généreuse, ma mère est bonne. Mais moi, je voyais clair, je voyais la manipulation. Chaque cadeau avait un prix, chaque euro venait avec une chaîne invisible. « Estelle, arrête !» Mathieu essayait de la retenir. Mais elle continuait. « Et maintenant, vous nous punissez parce qu'on a osé vivre notre vie, parce qu'on a osé rire. Vous êtes pathétique, une vieille femme seule qui se venge parce qu'elle n'a plus de pouvoir sur son fils. » J'ai senti quelque chose se briser définitivement en moi. Pas mon cœur. Mon cœur était déjà brisé. Non, mes dernières illusions. J'ai regardé Mathieu. « Tu la laisses me parler comme ça ?» Il a détourné les yeux. « Réponds-moi, tu la laisses me traiter de pathétique, de manipulatrice, moi qui t'ai élevée seule, moi qui ai tout sacrifié pour toi ?»« Maman, sa voix était faible. Tu ne comprends pas.
On est dans une situation impossible. La seule chose que je comprends, c'est que tu choisis. Là, maintenant, tu choisis entre elle et moi. Estelle a souri. Un sourire de victoire. Il n'y a pas de choix, Pauline. Il m'a épousée, je suis sa femme. Vous êtes juste. Juste quoi? Juste sa mère. Et les mères, on finit toujours par s'en détacher. Ces mots ont résonné dans le silence. Mathieu n'a rien dit. Rien. Il est resté là, tête baissée, comme un enfant pris en faute. Sors de chez moi. Il a relevé la tête. Maman, sors de chez moi, tous les deux. Maintenant. Maman, s'il te plaît, on peut arranger. Il n'y a rien à arranger. Ma voix a explosé. Pour la première fois depuis des semaines. Vous voulez mon argent? Vous ne l'aurez plus. Vous voulez l'appartement? Vous avez 3 mois pour partir. Vous voulez la voiture? Elle reste chez moi. Et vous savez quoi? Je vais te dire exactement ce que je vais faire. J'ai pris mon sac, j'ai sorti un papier que Maître Rousseau m'avait préparé. Ceci est un acte de donation. 2 millions d'euros. Pour toi, Mathieu. Ton héritage. Ce que ton père aurait voulu que tu aies. Ses yeux se sont illuminés. Maman? Mess? J'ai levé le papier hors de sa portée. Tu ne l'auras qu'à ma mort. Pas avant. En attendant, je vis de mon argent. Je voyage, je profite. Et toi, tu te débrouilles. Comme un adulte. Tu ne peux pas faire ça. Si, je peux. Et je le fais. Estelle a éclaté. Vous êtes une garce, une vieille garce égoïste. Sortez. On va te poursuivre en justice. On va tout récupérer. Avec quel argent? J'ai souri, calmement. Vous n'avez rien. Vous n'êtes rien. Et maintenant, vous allez apprendre à vivre comme tout le monde. Mathieu pleurait. De vraies larmes. Maman, s'il te plaît, ne fais pas ça. Je suis ton fils. Mon fils serait venu me défendre quand sa femme m'humiliait. Mon fils ne m'aurait pas menti pendant 6 mois. Mon fils ne m'aurait pas utilisé comme un distributeur automatique. J'ai ouvert la porte. Partez, maintenant. Estelle est sortie en premier, furieuse, claquant ses talons sur le parquet. Mathieu est resté un instant sur le seuil. Il m'a regardé avec ses yeux d'enfant que je connaissais si bien. Maman, je t'aime. Si tu m'avais vraiment aimé, tu aurais ri moins fort ce soir-là. Il est parti. J'ai refermé la porte, doucement, définitivement. Puis je me suis appuyée contre le mur et j'ai glissé jusqu'au sol. Les larmes sont venues. Enfin, pas des larmes de regret, des larmes de deuil. Je venais de perdre mon fils, mais j'avais retrouvé ma dignité. Et étrangement, dans cette douleur immense, je me sentais plus légère qu'en 30 ans. Après leur départ, je suis restée seule dans mon appartement pendant 3 jours. Je ne pleurais plus. Les larmes étaient épuisées. J'étais dans un état étrange, entre apaisement et vide, comme après une longue maladie, quand la fièvre tombe enfin et qu'on ne sait plus très bien qui on est devenu. Le 4e jour, j'ai appelé Maître Rousseau. « Pauline, comment allez-vous? »« Je vais bien, mieux que je ne l'aurais cru. Ils sont venus vous voir, n'est-ce pas? Comment le savez-vous? Parce que Mathieu m'a appelé hier, en pleurant. Il demandait si je pouvais vous raisonner. Et qu'avez-vous répondu? Que vous étiez la personne la plus raisonnable que je connaisse. J'ai souri. Merci. Alors, que puis-je faire pour vous? Je veux officialiser la donation post-mortem, 2 millions d'euros. Pour Mathieu uniquement, pas pour Estelle. Et je veux que ce soit clair. Pas un centime avant ma mort. C'est déjà en cours de rédaction. Ce sera prêt la semaine prochaine. Autre chose? Oui, l'appartement. Je leur donne 3 mois pour partir. Ensuite, je le mets en location. Vous êtes sûr? C'est votre fils. J'en suis sûre. Il a 38 ans. Il est temps qu'il grandisse. Bien, je prépare la notification. Et la voiture? J'ai regardé par la fenêtre. La Range Rover était toujours garée en bas, inutilisée. Un symbole devenu inutile. Je la vends. Vous la vendez? Oui. Et l'argent ira à une association. Une association qui aide les femmes victimes de violences psychologiques et de manipulation familiale. Maître Rousseau est resté silencieux quelques secondes. Pauline, c'est une très belle décision. Ce n'est pas de la générosité, c'est de la cohérence. Cette voiture représente mon aveuglement. Je ne veux plus la voir. Je m'occupe de tout. Merci. Pauline? Oui? Je suis fière de vous. Votre mari aurait été fier aussi. Ces mots m'ont réchauffé le cœur. Philippe, s'il avait été là, qu'aurait-il dit? Probablement. Je te l'avais dit, Pauline. Il faut savoir dire non. Après avoir accroché, je me suis fait couler un bain. Un long bain chaud,
avec des sels de lavande. Je suis resté dans l'eau pendant 1 heure, les yeux fermés, à écouter le silence. Pour la première fois depuis des années, je ne pensais à rien. Ni à Mathieu, ni à Estelle, ni à l'argent, ni à rien. J'étais juste là, vivante, libre. Le lendemain, j'ai fait quelque chose que je n'avais pas fait depuis des années. Je suis sortie. Pas pour faire des courses, pas pour un rendez-vous, juste pour marcher. J'ai descendu les Champs-Élysées, tranquillement, en regardant les vitrines. Je me suis arrêtée dans un café, j'ai commandé un chocolat chaud, j'ai observé les gens, les touristes qui prenaient des photos, les couples qui s'embrassaient, les enfants qui couraient. La vie continuait, simple, belle, indifférente à mon drame. Une femme d'une 60aine d'années s'est assise à la table voisine. Elle était seule, elle aussi. Elle a commandé un thé, a sorti un livre. Sur la couverture, je pouvais lire « La force des femmes silencieuses ». J'ai souri. « Excusez-moi », ai-je dit. « C'est un bon livre ?» Elle a levé les yeux, surprise, puis elle a souri. « Le meilleur que j'ai lu cette année. » De quoi ça parle? De femmes qui ont tout donné et qui ont appris à reprendre. Nos regards se sont croisés. Elle a compris. Je ne sais pas comment, mais elle a compris. « Vous devriez le lire », a-t-elle dit doucement. « Je vais le faire. » Nous avons parlé pendant 1 heure. De tout, de rien. Elle s'appelait Claire. Elle avait 63 ans. Elle sortait d'un divorce difficile après 35 ans de mariage. « J'ai passé ma vie à m'effacer », m'a-t-elle dit. Un jour, je me suis réveillée et je ne me reconnaissais plus dans le miroir. Et maintenant, je vis, vraiment, pour la première fois. En rentrant chez moi, j'ai acheté le livre. Je l'ai lu en 2 jours et j'ai pleuré. Pas de tristesse, de reconnaissance. Quelqu'un avait mis des mots sur ce que je ressentais. La semaine suivante, j'ai reçu un courrier recommandé. De Mathieu. Une lettre, manuscrite. « Maman, je ne sais pas par où commencer. Je ne sais même pas si tu liras cette lettre. Mais il faut que je t'écrive. J'ai eu tort. J'ai eu tort de rire ce soir-là. J'ai eu tort de ne pas te défendre. J'ai eu tort de profiter de toi pendant toutes ces années sans jamais te remercier vraiment. Tu avais raison. Surtout. Ma société est un échec. Je n'ai pas eu le courage de te le dire. J'avais honte. Alors, je mentais. Et plus je mentais, plus je m'enfonçais. Estelle et moi, on traverse une crise. Elle ne supporte pas qu'on n'ait plus d'argent. Elle me reproche tout. Elle dit que c'est de ma faute, que j'aurais dû te manipuler mieux. Oui, maman, elle a vraiment dit ça. Je me rends compte maintenant à quel point j'ai été aveugle. Mais c'est trop tard, n'est-ce pas? Tu m'as dit que je n'étais plus ton fils. Ces mots me hantent, chaque nuit, chaque jour. Est-ce qu'un jour tu pourras me pardonner? Je ne te demande pas d'argent. Je ne te demande rien. Juste, est-ce que je peux te voir? Juste toi et moi? Pour parler? Ton fils qui t'aime malgré tout, Mathieu. J'ai lu la lettre 3 fois. Puis je l'ai posée sur la table. Mon cœur voulait dire oui. Courir vers lui. Le prendre dans mes bras. Lui pardonner. Mais ma tête disait non. Pas encore. Pas comme ça. J'ai pris une feuille de papier. J'ai écrit lentement, en pesant chaque mot. Mathieu, j'ai lu ta lettre. Plusieurs fois. Je ne vais pas te mentir. Ça fait du bien de lire que tu reconnais tes erreurs. Mais les mots sont faciles. C'est dans les actes qu'on voit la vérité. Tu me demandes si je peux te pardonner. La réponse est « Je ne sais pas. Peut-être un jour, mais pas maintenant. Pour l'instant, j'ai besoin de temps. J'ai besoin de comprendre qui je suis sans toi, sans ce rôle de mère sacrificielle que j'ai joué pendant 38 ans. Tu dis que tu m'aimes. Je veux te croire, mais l'amour sans respect n'est rien. Je ne ferme pas la porte définitivement, mais je ne l'ouvre pas non plus. Si tu veux vraiment me prouver quelque chose, prouve-le à toi-même d'abord. Trouve un travail. Vis avec tes propres moyens. Deviens l'homme que ton père aurait voulu que tu sois. Et peut-être qu'un jour, dans quelques mois, quelques années, on pourra se revoir. Vraiment, sans argent entre nous, sans manipulation, juste une mère et son fils. En attendant, je te souhaite de trouver ta voie. Maman. J'ai mis la lettre sous enveloppe. Je l'ai postée le lendemain. En revenant de la poste, j'ai croisé mon reflet dans une vitrine. Une femme de 69 ans, droite, élégante, seule, mais pour la première fois depuis longtemps, je me suis souri. 2 semaines plus tard, la Range Rover a été vendue. 280 000 $. J'ai tout donné à l'association Les Filles de la Dignité, qui aide les femmes à sortir des relations toxiques.
La directrice m'a appelée en pleurant. « Madame Martel, c'est le plus gros don qu'on ait jamais reçu. Vous n'imaginez pas combien de femmes on va pouvoir aider. Imaginez-le pour moi, » ai-je répondu. Le soir même, j'ai ouvert une bouteille de champagne. Du Bollinger. Celui que je gardais pour les grandes occasions. J'ai levé ma coupe vers le ciel de Paris. « À toi, Philippe. Tu avais raison. Il faut savoir protéger ce qu'on a construit. » Puis j'ai bu. Seule, mais pas malheureuse, parce que j'avais compris quelque chose de fondamental. On ne peut pas acheter l'amour, mais on peut acheter sa liberté. Et moi, je venais de racheter la mienne. 6 mois ont passé. 6 mois pendant lesquels je n'ai pas revu Mathieu. Pas un appel, pas une visite, juste le silence. Au début, ce silence me pesait. J'attendais. J'espérais. Chaque fois que le téléphone sonnait, mon cœur faisait un bond. Mais ce n'était jamais lui. Puis, progressivement, j'ai appris à aimer ce silence. Il était devenu mon espace, ma respiration. J'avais commencé à vivre, vraiment vivre. J'avais rejoint un club de lecture. Tous les jeudis soirs, nous nous retrouvions dans une librairie du Marais pour discuter de romans. Des femmes de mon âge, pour la plupart. Des femmes qui avaient un vécu, aimé, souffert, qui avaient des histoires à raconter. J'avais aussi repris le piano. Philippe m'avait offert un Steinway magnifique pour nos 20 ans de mariage. Je ne l'avais pas touché depuis sa mort. Maintenant, je jouais tous les matins. Chopin, Debussy, Satie. Les notes remplissèrent l'appartement vide et le rendaient moins froid. J'avais voyagé aussi. Venise en février, Prague au printemps. Seule, avec juste un petit sac et mes livres. Je marchais dans les rues pavées, je m'asseyais dans les cafés, j'observais. Je me sentais légère, libre. C'est à Prague, justement, que j'ai reçu l'appel de Françoise. J'étais assise sur le pont Charles, à regarder la Vltava couler paresseusement sous les arches de pierre. Mon téléphone a vibré. « Pauline, c'est Françoise. Tu es où ? » « À Prague. » « Pourquoi ? » « Il faut que je te raconte quelque chose. Sur Mathieu et Estelle. » Mon cœur s'est serré. « Ya, qu'est-ce qui se passe ? » « Ils ont quitté l'appartement. Fin du délai. Ils sont partis il y a 2 semaines. » « Je sais. Mon notaire m'a prévenu. Mais tu ne sais pas où ils sont allés ? » « Non. Chez les parents d'Estelle. À Drancy. Dans un 2 pièces. Drancy. Après le 16e arrondissement et ses 188 mètres carrés avec vue sur la Seine. Comment tu sais ça ? J'ai croisé Estelle à la pharmacie. Elle faisait pitié, Pauline. Plus de vêtements de luxe. Un jean défraîchi, un blouson ordinaire. Elle a prétendu ne pas me voir, mais j'ai insisté. Et elle est amère, très amère. Elle m'a dit que Mathieu cherchait du travail, mais qu'il ne trouvait rien. Que personne ne voulait de lui. Qu'il vivait des allocations et de l'aide des parents. Elle avait l'air cassée. J'aurais dû ressentir de la satisfaction, de la victoire. Mais je ne ressentais rien. Juste une forme de tristesse lointaine. Et Mathieu ? Elle ne m'a pas dit grand-chose. Juste qu'il n'était plus le même. Qu'il était déprimé. Qu'il parlait tout le temps de toi. Ces mots m'ont fait mal, mais différemment. Comme une vieille blessure qui cicatrise. « Françoise, pourquoi tu me racontes tout ça ? » « Parce que... » Elle a hésité. « Parce que j'ai croisé Estelle une 2e fois. Au casino de Forges-les-Eaux. Mon sang n'a fait qu'un tour. » « Au casino ? » « Oui, elle était seule, devant les machines à sous. J'ai attendu un peu avant de partir. Elle y est restée 4 heures. À jouer, à perdre. Elle n'a pas d'argent, Françoise. Je sais, c'est bien le problème. Après avoir raccroché, je suis restée longtemps sur ce pont, à regarder l'eau, les dettes de jeu. Toujours les dettes de jeu. Estelle n'avait rien appris. 2 mois plus tard, en juillet, j'ai reçu un autre appel. Cette fois, c'était ma cousine Marguerite. « Pauline, tu es au courant ? » « Au courant de quoi ? » ?»« Pour Mathieu et Estelle. Ils divorcent. » J'ai fermé les yeux. « Quand ? » ?»« La semaine dernière. Estelle a demandé le divorce. Elle est partie. Elle a rencontré quelqu'un, un homme plus âgé, plus riche, apparemment. Plus riche, bien sûr. Et Mathieu ? Il est effondré. Il habite toujours chez ses beaux-parents. Enfin, ses ex-beaux-parents. Il le laisse rester le temps qu'il trouve quelque chose. Il a trouvé du travail ? Oui. Enfin, un travail. Pas ce qu'il espérait. Il fait de la prospection commerciale pour une entreprise de télécom. 1800 € par mois. 1800 €. Mon fils qui avait l'habitude de dépenser 30 000 € par mois. Marguerite, pourquoi tu me dis tout ça ? Parce que... Elle a marqué une pause. Parce qu'il a essayé de te joindre.
Plusieurs fois, il m'a demandé de te transmettre un message. Quel message? Qu'il aimerait te voir. Juste te voir. Pas pour parler d'argent. Juste pour te parler. Je ne suis pas prête. Je comprends. Mais Pauline, il a changé. Vraiment. Les gens qui le connaissent me le disent. Il est plus humble, plus conscient. Il a fallu qu'il perde tout pour devenir humble. Oui, comme beaucoup d'hommes. J'ai raccroché. Ce soir-là, j'ai pensé longtemps à Mathieu, à l'homme qu'il était devenu, à l'homme qu'il aurait dû être depuis longtemps. Puis j'ai pensé à Estelle. Elle m'avait traité de pathétique, de manipulatrice, de vieille femme seule qui se vengeait. Et aujourd'hui, elle était partie. Elle avait abandonné Mathieu dès qu'il n'avait plus rien à offrir, dès que le robinet s'était tari. Je n'avais rien fait. Je n'avais pas comploté. Je n'avais pas cherché à me venger. J'avais juste arrêté de donner. Et la vie s'était chargée du reste. La vie a cette justice étrange, silencieuse. Elle ne punit pas immédiatement. Elle observe. Elle attend, puis elle rend. Toujours. Estelle avait voulu un homme riche qu'elle pouvait manipuler. Elle l'avait eu. Puis elle l'avait perdu. Et maintenant, elle recommençait le même cycle, avec un autre homme, un autre portefeuille. Mais elle n'avait rien appris. Et un jour, elle perdrait encore. Parce que ceux qui ne construisent rien finissent toujours par tout perdre. Mathieu, lui, avait tout perdu. La voiture, l'appartement, l'argent, sa femme, sa dignité. Mais peut-être qu'en perdant tout, il trouverait enfin quelque chose, lui-même. En septembre, j'ai reçu une carte postale, de Mathieu, postée de Toulouse. « Maman, j'ai été mutée à Toulouse pour le travail. Un nouveau départ, loin de Paris, loin des souvenirs. Je ne t'écris pas pour te demander quoi que ce soit, juste pour te dire que tu avais raison. Surtout, j'ai compris ce que tu voulais me faire comprendre, que la valeur d'un homme ne se mesure pas à son compte en banque, ni à sa voiture, ni à son appartement. Je gagne 1800 €. Je loue un studio de 30 mètres carrés. Je prends le bus. Et pour la première fois depuis des années, je me respecte. Je ne sais pas si un jour tu voudras me revoir. Je comprendrai que non. Mais je voulais que tu saches. Tu m'as sauvé. Ton fils. » J'ai posé la carte sur la table. J'ai regardé la photo, la place du Capitole. Toulouse, une ville que je ne connaissais pas. Mon fils avait recommencé à zéro, sans moi, sans mon argent, avec ses propres forces. Et pour la première fois depuis des mois, j'ai senti quelque chose se réchauffer dans ma poitrine. Pas du pardon, pas encore, mais de l'espoir. 3 semaines plus tard, j'étais dans mon café habituel, en train de lire, quand j'ai levé les yeux. De l'autre côté de la rue, devant une bijouterie, j'ai vu Estelle. Elle était au bras d'un homme d'une 60aine d'années. Cheveux gris, costume sur mesure, montre qui brillait au soleil. Il regardait des bagues de fiançailles. Elle riait. Ce même rire que je connaissais. Calculateur, victorieux. Elle ne m'a pas vu. J'aurais pu ressentir de la colère, du dégoût, mais je n'ai rien ressenti. Juste une forme de pitié. Parce que je savais qu'un jour, peut-être dans 1 an, peut-être dans 5 ans, cet homme découvrirait qui elle était vraiment, et qu'il ferait exactement ce que j'avais fait. Il dirait non, et Estelle se retrouverait seule, encore. Parce qu'on ne peut pas construire une vie sur le mensonge et la manipulation. La vie finit toujours par rendre ce qu'on lui donne. Estelle donnait de la manipulation. Elle récolterait de la solitude. Mathieu avait donné de l'aveuglement. Il récoltait de la lucidité. Et moi, qu'avais-je donné? J'avais donné de l'amour. Trop, peut-être. Mal, sûrement. Mais maintenant, je donnais autre chose. De la dignité, du respect, de la force. Et je récoltais enfin la paix. Je suis rentrée chez moi ce soir-là avec un sentiment étrange, un mélange de mélancolie et de sérénité. La justice n'avait pas eu besoin de moi. Elle avait fait son travail, silencieusement, inexorablement. J'avais juste eu à attendre et à apprendre la leçon la plus importante de ma vie, qu'on ne peut pas forcer les gens à nous aimer, qu'on ne peut pas acheter le respect, qu'on ne peut pas se perdre pour sauver les autres, mais qu'on peut toujours se retrouver. Même à 69 ans. Même après avoir tout perdu, on peut toujours recommencer. Et c'est exactement ce que j'avais fait. Aujourd'hui, j'ai 69 ans et demi. Je suis assise sur mon balcon à Neuilly, une tasse de thé à la bergamote entre les mains. Le soleil de novembre traverse les nuages et vient réchauffer mon visage. Paris s'étend devant moi, belle et indifférente, comme toujours.
Cela fait presque 1 an que j'ai bloqué les comptes, 1 an que j'ai repris ma vie en main. Certains jours, je pense encore à Mathieu, à l'enfant qu'il était, à l'homme qu'il est devenu. Mais ce n'est plus une pensée douloureuse, c'est juste une forme de nostalgie douce, comme on pense à un livre qu'on a aimé mais qu'on a fini de lire. La semaine dernière, j'ai reçu une lettre de lui, la 3e depuis qu'il est à Toulouse. « Maman, je ne sais pas si tu lis mes lettres, mais je continue à t'écrire, parce que ça me fait du bien. J'ai une nouvelle, j'ai été promue, chef d'équipe. 2 300 € par mois. Ce n'est pas grand-chose, je sais, mais c'est à moi. Je l'ai gagné, avec mon travail, mes efforts. J'ai déménagé aussi. Un appartement de 45 mètres carrés, avec un petit balcon. J'y ai mis une plante verte. Tu te souviens, petit? J'étais incapable de garder une plante en vie. Eh bien celle-là, elle pousse. Je l'arrose tous les matins. Je lui parle même, parfois. Je dois devenir fou. J'ai rencontré quelqu'un. Elle s'appelle Sophie. Elle est institutrice. Elle gagne moins que moi. Elle vit dans un studio. Et elle est la première femme qui m'aime sans se demander ce que j'ai à offrir. Parce que je n'ai rien. Juste moi. C'est étrange, maman. Toute ma vie, j'ai cherché à avoir plus. Plus d'argent, plus de prestige, plus de tout. Et maintenant que je n'ai rien, je me sens riche. Riche de sommeil, riche de respect, riche de paix. Je ne te demande toujours rien. Je voulais juste te raconter. Parce que quelque part, tout ce que je vis aujourd'hui, c'est grâce à toi. Tu m'as forcé à grandir. Et même si ça a été douloureux, je t'en remercie. Si un jour tu veux me voir, tu as mon adresse. Sinon, je comprendrai. Ton fils qui t'aime vraiment cette fois. Mathieu. J'ai pleuré en lisant cette lettre, mais c'était des larmes douces, des larmes de mère qui voit enfin son enfant devenir un homme. Je ne lui ai pas encore répondu. Pas parce que je lui en veux, mais parce que je veux être sûre. Sûre que ce n'est pas juste des mots. Sûre que le changement est réel. Maître Rousseau m'a dit il y a quelques jours, « Pauline, vous avez le droit de lui pardonner. Je ne sais pas si c'est du pardon que je cherche. Je cherche juste à comprendre si je peux lui faire confiance à nouveau. La confiance, ça se reconstruit lentement. Alors je prends mon temps. Et c'est vrai, je prends mon temps. Pour la première fois de ma vie, je ne me précipite pas. Je ne réponds pas à tous les appels. Je ne cours pas vers ceux qui me demandent. Je reste là où je suis. Et j'observe. L'appartement du 16e est maintenant loué. À un jeune couple avec un bébé. Il paie 2 800 € par mois. Cet argent finance mes voyages, mes livres, ma liberté. La Range Rover, je ne l'ai jamais regretté. L'association Les Filles de la Dignité a utilisé l'argent pour ouvrir un centre d'hébergement temporaire pour femmes en détresse. 20 lits, 20 femmes qui peuvent recommencer leur vie. Chaque fois que j'y pense, je me dis que cette voiture a enfin servi à quelque chose d'utile. Quant à Estelle, je n'ai plus jamais eu de nouvelles. Françoise m'a dit qu'elle s'était mariée avec cet homme riche. Une grande cérémonie à Deauville, robe de créateur, champagne à flots. Je ne lui souhaite ni bien ni mal. Je ne lui souhaite rien. Elle n'existe plus dans mon monde. Ce qui est étrange, c'est que je ne lui en veux pas. Vraiment pas. Parce qu'elle m'a rendu service en fin de compte. Elle m'a ouvert les yeux. Elle m'a forcé à me respecter. Sans cette humiliation publique, je serais encore en train de donner, de me vider, de m'oublier. Alors, d'une certaine manière, je lui suis presque reconnaissante. La vie a de ses ironies. Ce matin, j'ai fait quelque chose d'important. J'ai pris les clés que je gardais dans mon sac Hermès depuis 1 an. Les clés de la Range Rover. Je les avais gardées comme un symbole, un rappel. Je les ai jetées, dans la Seine, en marchant sur le pont de l'Alma. Elles ont fait un petit plouf en touchant l'eau. Puis elles ont coulé, disparu. Et avec elles, une partie de ma douleur. Hier soir, au club de lecture, nous avons lu un poème de Victor Hugo. Demain, dès l'aube. Un poème sur le deuil, sur la perte, sur le chemin qu'on parcourt seul. Quand mon tour est venu de parler, j'ai dit « Ce poème me touche parce qu'il parle de marcher, avancer, même dans la douleur. C'est ce que j'ai fait cette année. J'ai marché, seule, et j'ai découvert que j'étais plus forte que je ne le pensais. » Une des femmes, Anne-Marie, a hoché la tête. « C'est la plus belle des découvertes, Pauline. Se découvrir soi-même. » Elle avait raison. Pendant 68 ans, j'ai été la fille de mes parents, la femme de Philippe, la mère de Mathieu. Mais qui étais-je, moi? Pauline? Cette année, je l'ai découvert. Je suis une femme qui aime le thé à la bergamote et les levées de soleil,
qui joue du piano comme on prie, qui lit 3 livres par semaine, qui voyage seule et qui n'a plus peur de dîner seule au restaurant. Je suis une femme qui dit non, qui pose des limites, qui se respecte. Je suis une femme qui n'a plus besoin de l'amour des autres pour se sentir vivante, et c'est la plus grande liberté qui soit. Ce matin, j'ai pris une décision. Dans quelques semaines, je vais prendre le train pour Toulouse. Pas pour pardonner, pas pour oublier, juste pour voir. Voir si mon fils est vraiment devenu l'homme qu'il prétend être. Et si c'est le cas, nous recommencerons. Doucement, prudemment. Comme 2 personnes qui apprennent à se connaître. Non plus comme la mère qui donne tout et le fils qui prend tout, mais comme 2 adultes qui se respectent. Et si ce n'est pas le cas, si tout cela n'était que des mots, eh bien je repartirai, sans regret, sans amertume, parce que j'ai appris quelque chose de fondamental. On ne peut pas sauver ceux qui ne veulent pas se sauver eux-mêmes. On peut juste se sauver soi. Et c'est exactement ce que j'ai fait. En regardant Paris ce matin, je me suis souvenu de ce que Philippe me disait souvent. « Pauline, la vie est trop courte pour la passer à attendre que les autres nous rendent heureux. » Il avait raison, comme toujours. La vie est trop courte pour vivre dans l'attente, dans l'espoir, dans la dépendance. La vie est faite pour être vécue, pleinement, librement, dignement. Et c'est ce que je fais maintenant. Je vis, pas pour Mathieu, pas pour Estelle, pas même pour Philippe. Je vis pour moi. Pour cette femme de 69 ans et demi qui a découvert qu'il n'est jamais trop tard pour recommencer, qu'il n'est jamais trop tard pour dire non, qu'il n'est jamais trop tard pour se choisir. Si mon histoire peut aider, ne serait-ce qu'une femme à ouvrir les yeux, à poser des limites, à se respecter, alors tout cela aura eu un sens. Si une mère, quelque part, lit ces lignes et se reconnaît, qu'elle sache ceci, vous n'êtes pas obligé de tout donner. Vous n'êtes pas obligé de vous oublier. Vous n'êtes pas obligé d'accepter l'inacceptable. Vous avez le droit de dire non. Vous avez le droit de vous protéger. Vous avez le droit de vivre. Et ce droit, personne ne peut vous l'enlever, sauf vous-même. Alors ne le faites pas. Vivez, aimez, mais ne vous perdez jamais. Parce qu'au bout du compte, la seule personne avec qui vous passerez toute votre vie, c'est vous. Alors, choisissez-vous. Toujours. Je m'appelle Pauline Martel. J'ai 69 ans et demi, et je viens de commencer à vivre vraiment. Merci de m'avoir écouté jusqu'au bout. Si cette histoire a touché votre cœur, abonnez-vous et activez la cloche pour entendre d'autres femmes qui ont transformé la douleur en sagesse. Chaque jour, une femme, une leçon de vie. Partagez cette histoire avec quelqu'un que vous aimez. Parfois, une histoire change toute une journée. Que Dieu vous bénisse et à très bientôt.